bienvenue. Quel arrière-plan. Pas mal, hein? C'est magnifique. Absolument. Arrière-plan historique, justement, ouais. On en parlera. Bienvenue, madame. Isabelle Dieslor. Et vous êtes? Je suis députée européenne. Et voilà. Et invité aujourd'hui. Donc Sébastien, pardon. Oui, allez-y. Donc Sébastien Varette, je suis chercheur à l'Université de Luxembourg et je co-dirige aussi la gestion du supercalculateur au sein de l'université. Donc oui. Ici, on est donc justement à Esch-Bellewalle, sur un site, comme on le voit, historique de sidérurgie. On est au cœur de l'eau-fourneau de Bellewalle. Et votre bureau, il se situe à combien de mètres? Voilà, on est approximativement, je dirais, à 200 mètres. À 200 mètres, d'accord. Et Isabelle… À vol d'oiseau. À vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Isabelle, si je ne me trompe pas, Sébastien, il disait vous disiez que vous travaillez sur un supercalculateur. Oui. Vous travaillez sur des sujets au Parlement européen qui sont connexes. Donc, quelles commissions je suis sont liées? Maintenant, je vais faire partie, donc je suis membre d'une nouvelle commission, une commission spéciale sur l'intelligence artificielle. Cette commission a d'ailleurs un nom très joli, je trouve, c'est AIDA. Ce sont les abréviations anglaises, c'est Artificial Intelligence in the Digital Age. Donc c'est vraiment une commission spéciale qui a pour but de regarder la stratégie de l'intelligence artificielle au niveau européen. D'accord. Donc on voit qu'on aura des sujets où on aura une base de discussion, de conversation. C'est sûr. Sébastien, il y a quelques mois, il y avait un communiqué de presse de l'Université de Luxembourg qui disait qu'il y avait un supercalculateur ici à l'Université de Luxembourg qui est utilisé dans la lutte ou dans la recherche contre le coronavirus. Et là, on s'est dit, tiens, d'abord, ça, on ne le savait pas. Et il y avait votre nom aussi qui figurait dans ce communiqué. Et on s'est dit, alors cette personne qui travaille là-dessus, sur ce supercalculateur, il faut qu'on la rencontre, il faut que Isabelle la rencontre. C'est gentil. Parlez-nous-en davantage. Bon, déjà, donc, le service HPC est aussi géré avec… sous la direction donc, du professeur Pascal Bouvry, avec moi-même en deputy head. Et donc on a lancé cette initiative de construire un supercalculateur en 2007, quand je l'ai rejoint à l'issue de ma thèse, que j'ai effectuée à Grenoble. Et initialement donc, pour servir les besoins de l'équipe de recherche, et ensuite ça a monté pour servir les besoins de la faculté, puis de l'université. Et donc maintenant, depuis quelques années, en fait, l'infrastructure est gérée par une équipe de plusieurs personnes, dans le but d'aider les chercheurs en fait, de l'université à accélérer leur recherche à travers le supercalculateur. Si j'ai bien compris, en fait, ça s'est fait à l'époque où, à Luxembourg, justement, on avait reconnu l'importance que ça allait avoir dans les années 2006-2007. Oui, c'était quand on a en fait commencé avec LuxConnect. Oui, et exactement. quand c'était le ministre Jean-Louis Schiltz qui avait aussi mis l'accent donc, sur la connectivité et sur les larges bandes. C'était bien ça. Donc c'était à la même époque. Le Luxembourg là était vraiment reconnu que c'était l'avenir. Exactement. Et donc dans le cadre de ces supercalculateurs, donc on agrège la puissance de calcul de plusieurs processeurs pour permettre d'accélérer des millions de fois en fait les capacités de calcul d'un ordinateur classique. Donc par exemple sur la plateforme de l'université, on va intégrer un nouveau cluster là, à la fin d'année. Et en termes de capacité de calcul, donc ce qu'on va mettre 1 heure, on va dire, à exécuter sur cette machine, il faudrait 230 jours sur un calcul classique. Donc du coup, ça permet vraiment d'accélérer la recherche qui est effectuée au sein de l'université. J'avais regardé pour le nouvel superordinateur qui doit venir à Luxembourg. Alors, je ne sais plus, mais il y avait un 1 avec 16 zéros derrière. C'était le nombre d'opérations qui seraient faites par seconde. Oui, c'est ça. Donc, absolument. Si on compare avec votre ordinateur, quel est… Alors oui, donc à l'université, donc généralement on mesure en fait la capacité de calcul en nombre d'opérations à virgule flottante par seconde, c'est des flops.
Donc un ordinateur classique, on va dire, c'est de 500 gigaflops. Un gigaflop, donc c'est 1 milliard d'opérations par seconde. Et donc on en fait 500 milliards sur un ordinateur classique ou sur un iPhone, ce qui est déjà énorme. Et donc sur les supercalculateurs, on utilise plutôt une échelle du pétaflop. Donc c'est 1 million de fois un gigaflop. Donc la machine qu'on a à l'université, elle a une capacité théorique maximale de 2,7 pétaflops. Et la machine qui va être installée à Bison dans le cadre d'EuroHPC, donc, qui est gérée par la société LuxProvide, et donc la machine s'appelle Meluxina. Elle aura une capacité de calcul d'à peu près 15, si ce n'est plus, pétaflops. Les plus grosses machines en Europe construites dans le cadre d'EuroHPC ont une capacité de calcul de l'ordre de 200 pétaflops. Et à l'heure actuelle, le plus gros supercalculateur dont on dispose dans le monde, il se trouve au Japon et il a une capacité de calcul de 415 pétaflops. Et l'objectif, c'est de construire la première machine hexaflopique, donc 1000 pétaflops, donc à horizon 2022-2023, sachant qu'en Europe, donc il y a encore une fois des plans pour construire 2 machines exascale dans cet horizon, notamment. Je croyais que c'était 3. Finlande, Espagne et Italie. Alors ça, c'est des pré-hexa. Des pré-hexa, donc à peu près 200 pétaflops, bon, grosso modo. Et en fait, c'est des machines qui vont servir de précurseurs pour 2 machines hexaflopiques à horizon. Quand est-ce qu'on peut prévoir l'autre, celle qui ne sera pas prêt, mais qui sera donc... ça, il y a des plans de relance. Donc je crois que c'est avant-hier qu'on a eu la présidente de la Commission européenne qui a annoncé un plan à 8 milliards d'euros qui va soutenir justement les développements de la prochaine génération des supercalculateurs, dont ces machines hexaflopiques. Vous avez employé le terme EuroHPC. Oui. Peut-être vous pouvez expliquer ce que ça signifie, parce que là j'entends euro, donc peut-être il y a un lien avec l'Europe. Si on veut, pour banaliser, c'est l'administration. C'est ceux qui gèrent, c'est l'organisation en fait de ce qui se passe au niveau des... Oui, donc évidemment, c'est pas le seul projet. Donc historiquement, le projet qui a fédéré les supercalculateurs en Europe et qui continue à le faire et à fédérer aussi tous les efforts, pas seulement de financement, mais de training, etc., c'est PERIS. Donc c'est un projet qui existe depuis plus de 10 ans maintenant et qui a coordonné en fait tous les efforts pour permettre de faciliter l'accès aux supercalculateurs, aux chercheurs, mais également aux entreprises européennes. Et récemment, en fait, il y a eu un effort de restructurer les efforts de financement dans le cadre des supercalculateurs pour amener une nouvelle génération de supercalculateurs au sein de l'Europe. Et ces efforts sont gérés au sein d'EuroHPC, Joint Undertaking, dont le siège est à Luxembourg. Et donc l'initiative à Bison, c'est une initiative pour justement amener un supercalculateur type pétaflopique, encore une fois, à Luxembourg. Au niveau européen, en fait, c'est passionnant de vous entendre parler en fait, de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Nous avons évoqué AIDA, cette commission spéciale. S'il est vrai que je suis dans la commission ITRE, qui est Industrie, Recherche et Énergie, c'est clair que ça a quelque chose à voir avec le sujet dont nous parlons. Et l'IB, c'est en fait les libertés fondamentales, la justice et les affaires intérieures. Or, pour nous, au Parlement européen, en tant que député et législateur, un député est un législateur, nous devons d'un côté permettre que la recherche se fasse, donner tous les moyens possibles qu'on peut pour que vraiment ça puisse avancer. Et l'intelligence artificielle est vraiment l'avenir. En tout cas, j'en suis absolument convaincue, donc il faut absolument le faire. Mais d'un autre côté, on a aussi l'autre côté de la médaille qui est de faire en sorte que ça se fasse dans le cadre des libertés fondamentales, de la protection des données personnelles, de la sécurité informatique. Et donc, il faut que le législateur prenne en compte l'ensemble, qu'il voit et d'un côté la recherche, ce qui se fait au niveau technique,
et les incidences que ça a sur la société, sur la vie des gens au quotidien et dans tous les domaines. Et ça, ce côté-là est aussi absolument passionnant et fait en sorte que comme j'étais dans les deux commissions, j'ai eu effectivement la chance, candidate, d'être retenue pour cette commission spéciale. Et le but est vraiment d'établir une stratégie à moyen et à long terme, de faire en sorte, c'est une commission qui aura une durée d'exactement 1 an et qui a pour but justement de donner après une feuille de route qui sera prise en compte et dans les commissions comme ITRE, mais aussi dans les commissions comme l'IB, qui vont participer de la législation, qui vont la faire. Donc ça, c'est le côté, donc disons, législatif de la, non, mais c'est sûr. Tous les développements des projets. Qui sont... Mais je veux dire que je suis absolument convaincue que c'est, quand je disais le permettre, je suis absolument convaincue qu'il faut le faire, qu'on n'a pas le choix, qu'il est indispensable de le faire. Façon, je suis aussi membre de la commission des affaires étrangères. Et s'il est vrai que ça n'a pas, on peut penser que ça n'a pas de lien direct, mais je dois dire que l'expérience que j'ai, je suis aussi membre de la sous-commission des droits de l'homme, quand on voit ce qui se passe au niveau mondial, ce n'est pas anodin de demander à ce que cet avenir se construise pour nous en Europe, parce que sinon on est soumis à ce que d'autres feront. Et je suis absolument convaincue que cette révolution de l'intelligence artificielle se fera avec nous ou sans nous. Oui, et si nous perdons si nous ne sommes pas dans le peloton de tête, nous ne serons pas partie prenante de l'évolution. Or, au niveau de tout ce qui se fait tout ce qui se fait au niveau de la protection des données, je crois que là, l'Europe, mais peut-être que vous avez... Ce qui est sûr, c'est que sur les aspects GDPR, donc, l'Europe est précurseur et a définitivement pris un pas d'avance en fait, par rapport aux autres superpuissances, notamment États-Unis, Chine, etc. Pour revenir sur la partie intelligence artificielle et les garde-boue, oui, c'est évidemment extrêmement important que des personnes comme vous fassent vraiment très attention et en utilisant leur background. Où est-ce que l'Europe se situe? Alors, vous dites en termes de GDPR. Donc GDPR, clairement, l'Europe est en amont. Si on revient sur la partie supercalculateur qui permet de faciliter l'intelligence artificielle et de supporter la recherche et les développements à ce niveau. Donc évidemment au niveau des machines, des processeurs, etc., l'Europe est larguée depuis un certain temps. Et donc tous les développements, en fait, les composants sont faits aux États-Unis. Tout ce qui est montage, etc. Évidemment, toute l'Asie est en avance. Mais heureusement, depuis quelques années maintenant, je pense que l'Europe a pris conscience en fait, de son retard sur ce domaine et a engagé un certain nombre d'initiatives, donc notamment pour avoir une technologie européenne pour ses processeurs, par exemple. Donc, il y a un projet qui s'appelle EPI, European Processor Initiative. Ouais. Madame von der Leyen, vous avez évoqué qu'elle avait parlé, donc la présidente de la Commission, oui. Elle a aussi parlé de ce projet, ouais. Du microprocesseur européen. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Europe a pris du retard sur la partie composant, on va dire hardware. Par contre, et est en train d'essayer de reprendre la main dessus, donc d'où toutes ces initiatives notamment. Par contre, il y a vraiment un point fondamental sur lequel l'Europe reste leader en fait, dans le monde, c'est sur la partie des talents et la partie software. Donc, que ce soit lié à la façon dont les enseignements sont peut-être faits dans les domaines computer science, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, dans le monde entier, on reconnaît les talents des Européens en fait, pour leur compréhension et la gestion de la partie software. Et certains softs, notamment au niveau de la prédiction climatique, etc., sont des références mondiales et utilisées de par le monde. J'ai cru aussi comprendre que les données et avoir les données, c'est ce qui est presque le plus important pour pouvoir. On ne peut pas faire d'intelligence artificielle sans données. Or,
Et je le disais tout à l'heure, si on rate le coche, après c'est très compliqué. Pour les données personnelles, ça y est, c'est fini, on n'arrivera pas à rattraper le retard. Et je trouve ça d'ailleurs très dommage parce que justement, pour tout ce qui est de la protection des données, nous sommes en train constamment de mettre à disposition des données personnelles et nous ne savons pas vraiment ce qui en est fait par après. Madame von der Leyen d'ailleurs a aussi dans ce contexte parlé d'une e-identity qui va être mise en place et qui nous permettra de reprendre, en tout cas en partie, reprendre le pouvoir sur l'identité que nous communiquons sur le net. Mais par contre, si j'ai bien compris aussi, au niveau des données industrielles, c'est l'Europe qui a le plus de données. Et là, on peut faire les efforts nécessaires afin de là être vraiment dans le top. Oui. Tous les plans qui ont été annoncés en fait, vont dans ce sens-là, puisque un des problèmes aussi au niveau réseau aussi à améliorer, c'est que la plupart des services qui sont démocratisés sont des services gérés notamment par des entreprises américaines. Donc il y a beaucoup de données qui historiquement du coup continuent à transiter à travers les data centers aux États-Unis ou ailleurs. Et donc c'était vraiment primordial que l'Europe reprenne la main là-dessus. Comme j'ai dit tout à l'heure, GDPR est vraiment une initiative novatrice et extrêmement cruciale pour l'avenir économique et industriel de l'Europe. Donc heureusement qu'on continue à développer ces points-là. Nous avons là aussi une luxembourgeoise qui a été responsable pour beaucoup de ce GDPR, qui est donc Viviane Reding, qui a fait notre commissaire européenne, qui a vraiment travaillé dans cette direction et qui a fait un travail, crucial. Vous avez un travail formidable. On rouspète beaucoup contre ce GDPR. Et je dois dire que ce n'est pas toujours évident dans l'administration quand il faut l'appliquer. Mais d'un autre côté, ça nous donne effectivement une position de force pour tout ce qui est protection des données. Oui. Et tous ceux qui veulent en fait être sûrs qu'il y a une protection des données ont tendance à se tourner vers l'Europe pour déposer leurs données, si je puis l'exprimer ainsi. Sébastien, vous parliez à l'instant là en ce moment on parle beaucoup d'intérêt stratégique aussi pour l'Europe. Et vous évoquiez que les outils informatiques qui sont démocratisés, ils sont surtout produits aux États-Unis. Donc si là vraiment l'Europe veut se rattraper sur certains plans, est-ce que ça a un impact sur la science ? Je veux dire, est-ce que la science connaît des frontières imposées pour des raisons stratégiques, politiques ? C'est une question difficile. D'un point de vue développement pur, donc tout est fait dans les modèles de programmation actuels pour essayer de faire abstraction au maximum du hardware, en fait, du matériel. Donc dans ce sens-là, non, il n'y a pas vraiment d'impact. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, on parle d'intelligence artificielle et toutes les entreprises qui développent les processeurs, etc., ont évidemment senti venir la nécessité en fait, d'adapter ce matériel à l'accélération de toutes les opérations qui sont conduites dans le cadre de l'intelligence artificielle et des sous-domaines comme sont machine learning, deep learning, etc. Et là-dessus, il faut être clair que ceux qui ont pris une avance dans le monde, c'est au niveau japonais, avec la construction de processeurs dédiés, avec un processeur Fujitsu qui équipe d'ailleurs le plus gros supercalculateur actuellement dans le monde. Donc les développements qui ont été faits au niveau matériel pour accélérer tous les algorithmes sous-jacents à la partie intelligence artificielle, etc., sont actuellement, à l'instant où on parle, en fait, plutôt en avance dans la zone Asie. Et là-dessus, donc, évidemment, il y a bon espoir qu'à travers les développements qui seront faits pour le processeur européen, on arrive aussi à rattraper ce retard ou à le compenser.
Après, encore une fois, d'un point de vue purement développement, algorithmique, etc. Donc on peut faire ces développements de façon indépendante. Après, au niveau de l'application en elle-même, il y a besoin d'avoir un matériel dédié. On dépend de ce matériel et actuellement, à l'instant T, c'est plutôt en Asie que ça se passe. Donc il y a d'un côté, il y a effectivement donc la technique, ce qu'on développe, faire en sorte que ce qu'on développe soit transparent, qu'on sache ce qui se cache derrière. Et puis après, il faut surtout qu'on sache comment ça va être appliqué. Et c'est dans cela où les gens ne se sentent pas toujours très rassurés. Jusqu'où est-ce que ça va aller? Comment est-ce que ce sera fait? Et je crois que là, la politique a vraiment un grand rôle à jouer. Ouais. Et il faut un vrai lien entre la science et la politique et qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire, jusqu'où on peut aller, où sont les limites, et savoir que tous les pays ne vont pas mettre les mêmes limites. Ouais. Et nous devons absolument faire en sorte qu'en Europe, la recherche puisse aller assez loin avec les garanties nécessaires. Y compris éthique. Pardon? Y compris éthique. Y compris, surtout Et éthique. surtout éthique. Et ça doit être, la recherche doit être, et le but doit être centré sur l'humain. Revenons sur ce point qu'Isabelle vient d'évoquer, sur les liens politiques. Donc j'imagine, parce que vous parliez déjà d'Euro-HPC, que vous êtes dans des consortiums européens, internationaux. Prenons comme exemple, là je pense qu'il y a un lien peut-être négatif, vous nous le direz, entre le politique et la science, c'est le Brexit. Est-ce que ça a un impact sur votre travail de chercheur? Alors, évidemment, sur un certain nombre de projets qui avaient des partenaires anglais, donc par exemple, dans le cadre, je vous ai parlé tout à l'heure du projet PERES, donc il y a des membres et des advisors par pays, donc il y en a un au Luxembourg en particulier, mais par exemple, dès lors que le Brexit a été proclamé, en fait, donc évidemment les membres partenaires anglais ne pouvaient plus légitimement s'exprimer dans le cadre de ce projet, mais plus généralement, tous les projets ont mis en stand-by toute la partie financement, etc., et contribution qui venaient de partenaires anglais. Donc il est évident que, alors évidemment je n'ai pas de chiffres à donner d'un point de vue impact, mais il y a eu un ralentissement sur tous les projets qui avaient une implication anglaise, et on ne peut que regretter en fait le choix qui a été fait. Mais ça montre clairement, ce que vous êtes en train de dire montre clairement les besoins qu'on a de cette coopération au niveau européen et d'un vrai marché unique. Parce que c'est ce qui permet justement de ne pas avoir de frontières. Parce que ce qu'on vient de dire là, c'est un éloge absolu de l'Union européenne qui permet ce qu'on ne peut pas hors de l'Union. Même si je suppose qu'il y a des recherches qui se font avec des partenariats hors Union, mais ce n'est jamais comparable à ce que nous pouvons faire au sein de l'Union. D'ailleurs, ce que montre le EuroPAPC. EuroPC. EuroHPC. EuroHPC et PERES. Mais oui, c'est sûr que de toute façon, ça a été un choc pour la communauté scientifique en particulier. Et maintenant, on commence seulement à mesurer les impacts, que ce soit donc évidemment au niveau recherche, donc encore une fois, un certain nombre de projets soient retardés ou repoussés, ou alors des initiatives qui avaient des partenaires anglais qui se retrouvent stoppées, sachant que évidemment au niveau recherche, ce partenariat comme dit au niveau européen, fonctionne très bien, vraiment très bien. Mais ça, c'est un impact évidemment côté recherche. Économique, on commence à le voir, y compris ceux qui prétendaient qu'il n'y avait aucun problème à entamer ce genre de procédure. C'est d'ailleurs, pour nous, c'est vraiment très important que ce lien avec la Grande-Bretagne continue, ce qui rend encore plus difficile cette relation de plus en plus distante qui s'instaure dans ces négociations, parce que je vois bien qu'au niveau sécurité, avoir la Grande-Bretagne
avec nous était un avantage énorme. Je sais, à cause de l'échange de données, j'ai travaillé sur une résolution, faire en sorte qu'on puisse échanger avec la Grande-Bretagne nous donne une marge beaucoup plus grande au niveau de la sécurité. Et je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que c'est vraiment dommage qu'il ne fasse plus partie de l'Union. Et j'espère encore qu'on trouvera des accords, même si ce n'est pas ce qu'on aurait voulu, mais au moins qu'il y ait encore des accords qui nous permettent justement de travailler en commun. D'ailleurs, je dois dire que ce qui pose vraiment problème quand on travaille avec des personnes hors de l'Union européenne, c'est effectivement cette confiance qu'on doit avoir et qui doit être bien réelle, que quand on fait des accords, qu'ils sont respectés. Quand justement on parle de la protection des données, qu'elles soient effectivement protégées, que ne soit fait avec ces données que ce qui est vraiment prévu d'être fait. Ce sont des choses qui ne sont pas évidentes. Non, c'est sûr. Sébastien, au cours de votre parcours, vous avez rencontré combien de collègues féminins pendant vos études ou aussi maintenant dans votre environnement professionnel? Parce que ce qui me plaît beaucoup dans notre échange, c'est que d'échanger avec Isabelle Wieseler, qui est une députée européenne féminine, donc qui s'intéresse à ces sujets. Donc ça, je trouve ça c'est assez spécial et c'est pas ça correspond pas aux stéréotypes qu'on a. Non, déjà c'est triste, mais pour Vous répondre à la confirmez cette question, observation? je confirme. Donc j'ai fait mes études d'ingénieur en France, à Grenoble, dans une école NCMAG, et dans cette étude d'informatique et de mathématiques appliquées, malheureusement, donc j'avais que 10% en fait de femmes dans les promotions, donc ce qui est peu, ça continue à évoluer, alors que finalement il n'y a pas vraiment de bonnes raisons pour ça, puisque dans mon expérience personnelle, les filles étaient souvent les plus brillantes en mathématiques, et je crois même que c'est confirmé. Mathématiques et sciences en général, donc il y a une espèce de plafond de verre qui apparaît, je ne sais pas quand, peut-être après le bac ou je ne sais pas, qui semble limiter en fait à pousser les femmes vers les études informatiques, en tout cas du moment où j'y étais. J'ai l'impression que ça se démocratise un peu plus, et je sais que moi j'ai une fille qui a 10 ans, et je vais quand même dans tous les cas la pousser en fait pour ne pas avoir peur en fait d'aller dans ces domaines, parce qu'il n'y a aucune raison, et toutes les collègues que je côtoie prouvent qu'il n'y a aucune raison de se limiter ou de ne pas briller en fait dans ce type d'études. Je suis tout à fait d'accord en ce sens que je peux vous parler de l'expérience personnelle que j'ai enseigné dans une école qui était d'abord école de jeunes filles, après école mixte, et l'informatique était chez nous très développée. Moi-même, je me suis toujours intéressée à ce qui est ordinateur, et je dois dire que les collègues informaticiens qui venaient dans notre école et qui voyaient les jeunes filles travailler sur les ordinateurs étaient à chaque fois étonnés qu'elles s'intéressent aux ordinateurs. Or, chez nous, c'était une évidence. Je suis profondément convaincue que ça vient en fait d'une attitude, je ne vais pas essayer de l'expliquer, mais qui vient d'un environnement social que je ne m'explique pas non plus. Mais quand vous mettez dans une salle des jeunes filles assises derrière un ordinateur, elles sont assises, la salle elle est pleine. On n'est pas en temps de coronavirus, si on assoit à côté de chaque jeune fille, on assoit un jeune homme. Les filles étaient assises, là, elles avaient l'ordinateur et la souris en main et elles le faisaient. Après 5 minutes, je suis prêt à faire un pari que 80% des souris seront dans la main des garçons et ce sera la jeune fille qui sera en train de regarder. C'est dommage. Ça n'a rien à voir avec l'informatique. Non, c'est vrai. Ça a à voir avec une façon de s'imposer ou de ne pas s'imposer
dans l'énergie. Mais je trouve que les filles sont tout aussi énergiques. Mais quand en situation... Voilà, vous avez une fille et un garçon. Alors fille et un chez garçon. vous, comment ça se passe? Parce que là, c'est En situation, c'est très spécial. Culturellement, bon, évidemment, il y a, je pense aussi un changement de génération aussi. Heureusement, on a de plus en plus, je pense, conscience aussi de casser ces barrières ou ce choc culturel, enfin, on va pas dire un choc culturel, mais culturellement dire c'est l'homme, le garçon qui va gérer, ramener, avoir le salaire, et puis les filles, vous allez apprendre à faire la vaisselle et à gérer la maison. Donc heureusement, ça c'est en train de changer. Et ça a concrètement, changé. Ça a changé. Ça a changé. Chez nous, ça a changé. Ouais, à la maison, c'est clair que c'est dans ce sens-là qu'on a Pardon, je ne disais pas chez nous à la maison. Je ne disais pas chez nous à la maison, je disais dans nos sociétés. Oui. Je crois que franchement, ça a changé. Non, franchement, je pense que tout le monde prend conscience de la nécessité de plus d'équité. Et donc, oui, à la maison, on pousse à maintenir cette équité, à en prendre conscience, parce qu'il y a quand même encore quelques attitudes qu'il faut reprendre, c'est clair, mais à laisser la même place d'un côté ou de l'autre. Et c'est vraiment primordial pour les développements futurs. J'avais aussi, à cause de ma tâche d'enseignant, j'avais effectivement essayé de comprendre aussi un certain nombre de choses. Et je me rappelle d'avoir lu une analyse d'une scientifique qui disait que on observe dans la société que plus un domaine prend en importance, plus il se masculinise, et plus il perd en importance, plus il se féminise. Que ce n'est pas le domaine en soi qui de par son contenu, qu'il détermine, mais de par l'importance qui lui est donnée dans la société. En tout cas, c'était la recherche qu'elle avait faite semblait prouver cela. J'ai vu aussi une autre étude aussi qui était assez intéressante. C'était un test en fait qui était fait sur un groupe de garçons et de filles. Et le même test, c'était un test de QI et de test cognitif qui était proposé d'abord dans chaque groupe indépendant et où clairement le groupe féminin avait les meilleurs résultats. Et ils ont reproduit l'expérience cette fois en disant au groupe des garçons, attention, il y a un autre groupe de filles qui fait le même test. Et en disant aux filles, attention, il y a un autre groupe de garçons qui fait le test. Et là, c'était vraiment surprenant, mais peut-être que c'est ce fameux plafond de verre dont je parlais tout à l'heure, c'est que le groupe des garçons a eu des meilleurs résultats et le groupe des filles, en fait, a eu des moins bons résultats. Par pression ou stress, voilà, ça c'est ce que l'étude essayait d'analyser. Il y a encore pas mal de du travail à faire au niveau à se dire social. Qu'il n'y a aucune raison. Donner la force aux filles. On a toujours l'impression que c'est déjà fait. Quand je disais tout à l'heure d'ailleurs que les choses ont changé, elles ont changé, mais manifestement pas assez. Oui, au niveau je pense qu'il faut continuer à amener l'idée que de toute façon... il y a du travail à faire mental pour que les filles aient l'assurance et le courage tout simplement de faire les pas et ne se mettent pas derrière les garçons quand ils font quelque chose. Oui. Et je pense que c'est un très beau mot de terme, de conclusion, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne la recherche, l'informatique, pour que l'Union européenne, pour que l'Europe soit au niveau des autres puissances mondiales, et aussi de derniers sujets qu'on vient d'évoquer ensemble, aussi en termes de l'équité, merci beaucoup. L'égalité entre des sexes dans ce domaine spécifique. Et dans tous les domaines. Et dans tous les domaines, bien sûr. Isabelle Wiesler, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et l'échange avec Sébastien Varette, qui nous a invités aujourd'hui dans l'Eau Fourneau de l'Université du Luxembourg à Esch-Bellewalle, où son bureau est à vol d'oiseau, à peine 200 mètres. Ouais, et c'est où il développe, où il travaille sur des super calculateurs dont on aura besoin pour nos recherches aujourd'hui et dans l'avenir. Merci beaucoup pour ce EU Blind Date. Merci beaucoup, c'était un moment vraiment très intéressant et j'ai vraiment aimé. Merci en tout cas de vous intéresser à tout ça.